tu ne mérites pas cette voiture. Marc compte vraiment, à lâcher mon père, le jour de mon anniversaire, après avoir vendu ma Civic et lui avoir offert une Challenger. Alors regarde-moi détruire son avenir, ai-je répondu en exposant une fraude d'identité de 95 000 € et en déclenchant une véritable tempête juridique. Je m'appelle Robert, j'ai 27 ans. Si quelqu'un m'avait demandé 2 mois plus tôt ce que je voulais pour mon anniversaire, j'aurais simplement dit, un peu de calme. Pas de fête, pas de gâteau. Juste peut-être 8 heures de sommeil d'affilée, une douche chaude et un petit signe que j'existe vraiment pour quelqu'un. Mais honnêtement, je n'attendais rien, surtout pas de ma famille. Ma vie entière a été un long rappel à l'ordre, ne jamais trop espérer. Quand on te compare constamment à l'enfant préféré, tu apprends vite à te taire et à tout gérer toi-même. Mon petit frère, Marc, c'était toujours lui qu'on mettait en avant. Bon en sport, grande gueule, il savait charmer les gens quand ça l'arrangeait et disparaissait dès qu'il fallait assumer. Moi, j'étais le silencieux, le plan B, le gars qui paie les factures. Alors, quand mon anniversaire est tombé un jeudi cette année, j'ai rien dit. J'ai juste pris une autre garde à l'hôpital. 13 heures d'affilée, avec pour seule pause un sandwich triangle froid acheté à la machine entre 2 patients. Je me suis dit que ça valait mieux que de me taper encore un dîner où maman scrollerait sur son téléphone et papa parlerait de sa fierté que Marc puisse peut-être entrer à la fac du coin, si ses notes s'effondraient pas encore. Mais en vrai, j'étais rincé. Tout mon corps était en vrac, pas seulement à cause du taf, mais parce qu'on me traitait depuis des années comme un portefeuille sur pattes. Quand je suis enfin rentré vers 1 heure du matin, le premier truc que j'ai remarqué, c'est qu'un truc manquait. Ma voiture, une Civic de 2016, que j'avais entièrement payée, avait disparu. D'abord, j'ai cru qu'elle avait été embarquée. Mais là, posée dans l'allée, il y avait une grosse voiture noire toute neuve, une Dodge Challenger, encore avec l'étiquette du concessionnaire. Adossé à la voiture comme s'il posait pour Insta, il y avait Marc. Un grand sourire jusqu'aux oreilles, aucune gêne, même pas l'ombre d'un regret. Papa est sorti du garage en faisant tourner mes clés sur son doigt, genre détente absolue. Bon Aniv, il a balancé, avant de jeter les clés, pas vers moi, non, mais derrière moi. Comme si j'étais un clébard censé aller les chercher. Elles ont atterri dans le gravier. On a vendu ta voiture. Marc a besoin d'un truc fiable pour aller en cours. Vois ça comme ta façon de l'aider à avancer. J'ai rien dit. Je suis resté là, à encaisser. Marc a rigolé et m'a tapé dans le dos. Merci frérot. De toute façon, tu vas jamais nulle part, non? Je me souviens pas avoir marché jusqu'à ma chambre, ni avoir dit un mot. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé assis au bord de mon vieux lit d'ado, dans la même chambre jamais refaite depuis le lycée, et que là, j'ai compris. Tous les signaux d'alerte que j'avais ignorés pendant des années m'avaient mené ici. J'avais laissé faire. Je leur avais mâché le boulot. Le lendemain matin, pendant que je faisais mes valises discrètement, comme quelqu'un qui fuit une maison avant qu'elle ne prenne feu, papa a frappé à la porte. Il n'a pas attendu que je réponde. Il est entré avec une feuille à la main. 2200, il a dit, d'un ton neutre, comme s'il me rappelait de sortir les poubelles. C'est ce que coûtent les frais de fac de ton frère ce semestre. Tu as jusqu'à vendredi. J'ai regardé la feuille. C'était pas une suggestion. C'était une facture. Et en bas, dans son écriture de cochon, un espace prévu pour ma signature. C'est toi qui bosses, Robert, il a ajouté, comme si ça suffisait à tout justifier. C'est pas Marc qui va décrocher une bourse, tu le sais. J'ai pas protesté. J'ai pas crié. J'ai même pas soupiré. J'ai juste hoché la tête et continué à ranger mes affaires. Pas de scène dramatique, pas d'engueulade dans l'allée, juste un grand silence. Celui qui pèse plus lourd que tous les mots. J'ai fermé ma valise, débranché mon téléphone, et je suis passé par le salon. Maman regardait des vieux téléfilms, Marc dormait sur le canapé avec ses pompes aux pieds. Je suis sorti sur le perron. J'ai jeté un dernier regard, non pas par nostalgie, mais pour vérifier que j'avais rien oublié. Et j'ai déposé une pochette cartonnée sur le comptoir de la cuisine. Pas besoin de lettres. Tout ce qu'ils avaient à savoir était dedans. Et ce matin-là, mon téléphone s'est mis à vibrer comme un fou. Cet appel manqué de mon oncle, tous à la suite. Des messages paniqués de mon cousin, tous en majuscules, qu'est-ce que t'as foutu? Ils sont en PLS. Réponds bordel. Et puis un message vocal de papa. Sa voix tremblait, il parlait trop vite. Il disait un truc à propos de la police, qu'il comprenait pas ce qui se passait, qu'il voulait savoir pourquoi j'avais ça.
J'ai pas encore écouté jusqu'au bout. Mais je sais déjà de quoi il s'agit. Et franchement, ils l'ont bien cherché. Je suis resté assis là, tranquille, dans mon nouvel appart. Un petit studio au-dessus d'un café, à la sortie de la ville. Et moi, assis là, à regarder les messages s'empiler sur mon téléphone, les uns après les autres comme des dominos qui tombent. Les notifications ne s'arrêtaient plus. Des tags sur Facebook, des groupes de discussion où j'étais soudainement retiré. Tout s'est écroulé sous mes yeux. Ma cousine Amanda, la seule personne décente de toute la famille, m'avait laissé un message vocal. Je l'ai écouté juste parce qu'il était court. 6 secondes à peine, et elle l'avait nommé « Tu as gagné ». Je l'ai lancé. Sa voix était tendue, précipitée, « T'as vraiment fait ça, ils sont en train de péter un câble. » Robert, y avait quoi dans ce dossier? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce qu'avant de te dire ce qu'il y avait dans ce dossier, je veux d'abord t'expliquer pourquoi je l'avais préparé. Tu vois, une vengeance comme celle-là, ça ne tombe pas du ciel. C'est pas un coup de tête. C'est une décision. Un choix. Tu planifies, lentement, prudemment, en silence. Moi, je bosse dans la facturation médicale. Ce n'est pas glamour, ni excitant, mais ça t'apprend pas mal de choses. Quand tu sais lire les traces écrites, les infos fiscales, les co-signatures, les contrats de prêt, les anciens relevés bancaires, tu apprends vite à repérer les mensonges. Surtout ceux des gens comme mon père, qui n'imaginent jamais qu'on puisse un jour les remettre en question, encore moins aller contre eux. Tout a commencé il y a 1 an. Je venais tout juste de finir de rembourser mon prêt étudiant. Papa m'a appelé, tout sourire, comme s'il était fier de moi. Il m'a dit que c'était le moment de penser comme quelqu'un qui prend soin des autres. J'ai pas eu confiance. Mais ensuite, il a dit quelque chose que je n'étais pas prêt à ignorer, il voulait m'aider à acheter un bien immobilier. Il m'a dit qu'on n'avait jamais eu ça, un chez-soi, quand on était gosse, et qu'il avait déjà trouvé un endroit. Il m'a dit qu'il pouvait l'utiliser comme acompte, et qu'il serait co-signataire. Mais quand j'ai demandé à voir les papiers, ça a commencé à devenir bizarre. D'abord, des retards, encore et encore. Ensuite, la culpabilisation, tu me fais confiance, pas vrai? Puis c'est devenu de la pression, c'est en cours, Robert, ralentis pas tout maintenant. Et là, j'ai fait ce que je n'aurais jamais cru faire. J'ai consulté son dossier de crédit. Et j'ai vu la vérité. Il n'essayait pas de m'aider à acheter une maison. Il avait déjà utilisé mon identité. Mon nom, mon numéro de sécu astérisque, mes infos de revenus, mon dossier de crédit impeccable. Tout ça pour prendre une voiture en leasing pour Marc. Astérisque, sécu égale sécurité sociale, cette Challenger n'était pas neuve. Elle avait été refinancée à mon nom, 6 mois plus tôt. Et si je n'avais jamais reçu de courrier à ce sujet, c'est parce que papa avait changé l'adresse de contact. Alors j'ai creusé. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordi et je l'ai nommé Plan B. À chaque fois que je découvrais un compte relié à moi, un nouveau merdier financier emballé dans l'amour familial, je le sauvegardais. Je l'imprimais. Je notais la date. Ensuite, j'appelais la banque. Je bloquais la carte commune. Je signalais la voiture. Je déclarais la fraude auprès des agences de crédit. En silence. Sans alerte. Sans aucun changement visible à la maison. Je voulais savoir jusqu'où ça allait. Et ça allait loin. J'ai découvert que mon père ne s'était pas contenté d'utiliser mon crédit. Il m'avait aussi volé mon remboursement d'impôt de l'année précédente. Plus de 6 000 €. Il avait changé les infos de virement quand je vivais encore chez eux. Je ne l'ai jamais vu passer, parce que je bossais sans arrêt pendant le Covid, enchaînant les gardes, sans même prendre le temps de vérifier mon compte. Cet argent, il l'a utilisé pour payer le 2e semestre de Marc, et pour couvrir des factures en mon nom, laissées impayées, qui ont fini par accumuler des frais et des pénalités. Alors j'ai attendu. J'ai gardé le silence. J'ai choisi le moment parfait. Et mon anniversaire, c'était ça. C'était le déclic. Le petit coup de pied qui manquait. Le cadeau. Le feu vert. Le dossier que j'ai posé sur le comptoir de la cuisine, ce n'était pas un au revoir. C'était une bombe. Dedans, il y avait des copies de tous les faux formulaires liés à mon nom. Des relevés bancaires montrant les virements depuis le compte de mon père vers le mien. Des preuves de fausses signatures sur 2 cartes de crédit. Et une lettre dactylographiée, envoyée à 3 personnes, mon oncle, avocat, ma cousine, étudiante en droit et l'unité antifraude du commissariat local. J'avais déjà tout envoyé par mail,
quelques heures avant de partir. Mais le dossier papier, celui sur le comptoir, c'était pour papa. C'était pour qu'il l'ouvre, qu'il lise, et qu'il comprenne enfin à quel point il m'avait sous-estimé. Le fil silencieux. Celui qu'on n'écoutait jamais. Celui qui avait tout vu, tout gardé, tout attendu. Et maintenant? Maintenant, il panique. Je fais défiler les messages un par un sur mon téléphone. De tonton Georges, rappelle-moi tout de suite. Il faut que tu t'expliques avant que je porte plainte. De mon cousin Brian, t'as vraiment envoyé ce rapport? T'as conscience de ce que t'as déclenché? De papa, fiston, tout ça est un immense malentendu. Reviens à la maison. On peut régler ça en famille. Celle-là, elle m'a fait rire. Parce qu'à partir du moment où ils ont vendu ma voiture dans mon dos, ils ont montré que je ne faisais plus partie de la famille. Ils m'ont transformé en problème. Et maintenant, ils essaient de négocier avec quelqu'un qu'ils pensaient pouvoir manipuler. Mais moi, je joue plus leur jeu. Et le meilleur dans tout ça? C'est que je n'ai même pas encore vraiment commencé. Ce jour-là, je n'ai répondu à personne. Ni à ma cousine, ni à mon oncle, et encore moins à mon père. J'ai désactivé toutes les notifications, posé mon téléphone face contre le plan de travail dans ma petite cuisine, et je me suis assis près de la fenêtre avec une tasse de café. Ce n'était pas le goût de la caféine que je ressentais, mais celui de la liberté, pour la première fois depuis des années. Le silence n'était pas douloureux, au contraire, il faisait du bien. Mais je savais que ça ne durerait pas. J'avais réveillé une bête, et je savais qu'elle allait rugir. Et bien sûr, le lendemain matin, on a frappé fort à ma porte. 3 coups secs, puis encore, et encore. Je n'ai pas bougé. Je buvais tranquillement mon café en attendant. Puis une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps a retenti. Celle de mon oncle Georges. Sa voix d'habitude posée, là elle tremblait, cassée. Robert, ouvre la porte, on doit parler. Il n'a pas dit s'il te plaît. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il m'a juste dit ce que je devais faire, comme toujours. Il croyait encore que je faisais partie du système familial qu'il dirigeait, que je leur devais une réponse. Je l'ai laissé frapper un moment, puis je me suis levé et j'ai ouvert la porte, juste un peu, pour qu'il comprenne qu'il n'était pas le bienvenu. Il avait l'air plus vieux, plus en colère, et il tenait le dossier comme si ce papier l'avait insulté. Tu te rends compte de ce que t'as fait, a-t-il soufflé entre ses dents. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui, j'ai répondu. J'ai arrêté de vous laisser me faire porter le chapeau. Robert, écoute, a-t-il dit en changeant de ton, prenant cette voix faussement calme que les adultes utilisent quand ils perdent le contrôle, mais veulent faire croire que tout va bien. Ton père a fait des erreurs, je le comprends, mais appeler les flics, impliquer ta cousine là-dedans, c'est pas comme ça qu'une famille règle ses problèmes. J'ai failli rire. Ah ouais? Parce que je me rappelle que vous les avez réglés en me piquant ma voiture, mon remboursement d'impôts, et en laissant des factures impayées à mon nom. C'était un accident, a-t-il répondu en secouant le dossier comme si c'était une broutille. Ils essayaient juste d'aider ton frère. Ce mot, aider, je l'ai répété en m'appuyant contre l'encadrement. Et si j'avais fait tout ça à Marc, tu serais là à discuter gentiment, ou tu aurais déjà appelé la police? Il n'a pas su quoi dire. Il y a eu un long silence, sa mâchoire s'est contractée. Ton père est sous enquête, tu te rends compte? S'il n'y a pas de solution, il pourrait tout perdre. Je n'ai pas bronché. Tu veux dire, comme moi j'ai failli perdre mon crédit, mes économies, mon avenir? Oui, je comprends. Il m'a regardé comme si je venais de le gifler. Comme si le neveu discret qu'il avait toujours ignoré venait soudain d'avoir une colonne vertébrale. Tu vas vraiment détruire ta propre famille pour quelques milliers d'euros? J'ai fixé son regard. Je vais me protéger. Ce que vous n'avez jamais fait pour moi. Il a ouvert la bouche, mais j'ai fermé la porte avant qu'il ne dise un mot de plus. J'ai tourné la clé, puis je suis retourné à ma chaise. Pendant quelques secondes, je suis resté debout, à respirer lentement, parce que je savais que ce n'était pas fini. Pas encore. Plus tard dans la journée, j'ai reçu une lettre. Pas un texto. Pas un mail. Une note imprimée, déposée à la main par Marc, directement dans ma boîte aux lettres, comme une tentative désespérée de dernière minute. On sentait la culpabilité dans chaque phrase mal écrite. Ça commençait par « et mec ». Rien que cette phrase montrait qu'il ne prenait pas ça au sérieux. Puis venait un paragraphe faible, où il écrivait que les choses avaient dégénéré et qu'il ne savait pas que papa avait vendu ma voiture sans me prévenir. Il disait qu'il se sentait mal pour l'argent de la fac,
et qu'il aurait aimé que ça se passe autrement. Il ajoutait même un souvenir sorti de nulle part, sur nos anciennes soirées jeux vidéo, celles qu'on n'avait pas partagées depuis l'adolescence. Mais le pire, c'était la fin de la lettre. Il me demandait d'abandonner les charges, parce que, je cite, « Papa ne mérite pas d'aller en prison ». Il prétendait que papa essayait simplement de m'aider à construire mon avenir aussi. Ce mot, aussi, m'a sauté au visage. Comme si mon avenir était secondaire. Comme si j'en avais trop, alors autant en donner un morceau. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé l'enquêtrice chargée de mon dossier. Celle qui avait pris ma plainte au départ. Je lui ai demandé des nouvelles. Elle a eu l'air surprise que je la recontactais aussi vite. Ça avance plus rapidement que prévu, m'a-t-elle dit. Vos documents sont très complets, et les fausses signatures correspondent aux échantillons déjà examinés. La banque coopère avec nous. Un mandat pourrait être émis bientôt. Un mandat. Il y a quelques mois, ce mot m'aurait paniqué. Mais maintenant, il sonnait comme de la justice avec des papiers officiels. Je n'ai pas fêté ça. Parce que je savais comment mon père fonctionnait. Il n'allait pas admettre ce qu'il avait fait. Il allait mentir, tout déformer, entraîner les autres dans sa chute, moi compris, juste pour se sauver. Je n'avais plus peur, mais j'étais prêt. Parce qu'il me restait une dernière preuve. Une seule chose que je n'avais encore donnée à personne. Une fois révélée, cette affaire ne serait plus vue comme un simple drame familial. Ce serait un véritable scandale. 3 jours plus tard, je me suis réveillé en sursaut devant un titre d'article qui m'a glacé. Mon café était posé, intact, sur la table de nuit. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Un entrepreneur local sous enquête pour fraude financière. Un membre de sa famille aurait révélé l'affaire. Il y avait une photo de mon père, à un événement d'inauguration à la mairie, l'année dernière. Il souriait, serrait des mains, vêtu de ce costume bleu dont maman disait toujours qu'il lui donnait l'air d'un homme de confiance. J'ai lu l'article 3 fois. Chaque fois plus lentement. L'enquête avait pris une autre dimension. Il s'avère que se servir du nom de son fils pour acheter des voitures, payer des frais de scolarité et trafiquer les impôts n'était que la partie émergée. Son entreprise facturait certains clients en double depuis plus de 10 ans. Et moi, j'avais déjà remarqué des trucs louches quand je bossais pour lui un été. Des factures en double, dissimulées dans un ancien dossier partagé. À l'époque, je pensais juste que mon père était désorganisé, pas très doué avec l'argent. Je ne pensais pas qu'il faisait quelque chose d'illégal. Maintenant, tout faisait sens. Mon père ne s'était pas servi de moi parce que c'était plus simple. Il l'avait fait parce que son propre crédit était foutu. Son entreprise, à moitié mensonge, à moitié service familial, tenait debout uniquement grâce à l'argent des autres, les clients, le personnel, et maintenant moi. Et moi, j'étais devenu le fil qui dépasse, celui qu'on tire et qui fait s'effondrer tout le pull. J'ai éteint mon téléphone. Je savais qu'on allait m'appeler, c'était probablement déjà le cas. Mon oncle Georges essaierait sûrement de limiter les dégâts. Marc reviendrait probablement avec son vieux refrain du style « Je suis quand même ton frère ». Mais plus rien de tout ça n'avait d'importance, surtout après ce qui s'est passé cet après-midi-là. Vers 15 heures, mon téléphone a vibré une seule fois. Une seule notification, un mail du détective chargé de mon affaire. Objet, chaîne de preuves finale reçue au merci. J'avais attendu le tout dernier moment pour l'envoyer. Le fichier final. Celui qui ferait passer l'histoire de ta parole contre la leur à preuve irréfutable. C'était une vidéo. Filmée par la petite caméra que j'avais installée dans mon ancienne Civic. Oui, la même Civic que mon père avait vendue en cachette. J'avais ajouté cette caméra des années plus tôt, après qu'on ait fracturé ma voiture pour me voler mes vêtements de travail et mon badge d'hôpital. Les vidéos se téléversaient automatiquement sur le cloud. Et là, 6 semaines avant mon anniversaire, on voyait clairement mon père, debout dans l'allée, une planchette en main, en train de discuter avec un acheteur. Il montrait ma voiture comme s'il participait à une émission télé. Elle est en super état. Un seul propriétaire. Mon fils vient d'avoir son diplôme. Il en a pris soin. Il m'en voudra pas, c'est la famille. L'acheteur lui a demandé des papiers. Mon père a levé une feuille avec ma signature falsifiée. La vidéo durait 1 minute et 42 secondes. Mais c'était suffisant. Et maintenant, c'était une preuve. Le coup final. La semaine suivante, tout s'est écroulé. D'abord, la police a délivré un mandat de perquisition pour le bureau de mon père. Ils ont saisi les ordinateurs et tous les documents. Son assistante, Émilie,
celle-là même qui m'apportait des cupcakes pour mon anniversaire quand j'étais gamin, figurait maintenant parmi les personnes pouvant aider l'enquête. Ensuite, la banque a fermé 2 de ses comptes professionnels. Mon cousin Brian, l'étudiant en droit, m'a envoyé une lettre d'excuse dactylographiée et signée. Il écrivait « Je ne savais pas. Je ne t'ai pas cru au début. J'aurais dû. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Je ne lui ai pas répondu, non pas par colère, mais parce que le pardon, ça prend du temps. Ma mère m'a appelé. Pas pour s'excuser. Juste pour demander « Comment tu as pu faire ça à ton père ?» Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit « Il s'est fait ça tout seul. » Puis j'ai raccroché, et j'ai bloqué son numéro. Parce que voilà ce que personne ne veut dire tout haut, famille ne veut pas dire loyauté. Surtout pas quand cette loyauté détruit ta paix mentale. Famille ne veut pas dire pardon, quand personne n'assume ses responsabilités. 2 semaines plus tard, j'ai été convoqué à une réunion avec la cellule antifraude de l'État. Ce n'était pas encore un procès, mais ils avaient besoin d'une déclaration officielle. J'ai apporté tout ce que j'avais. Chaque document. Chaque mail daté. Chaque transaction signalée. L'agente en charge était une femme grande, avec une voix grave et rauque. Elle m'a écouté avec attention pendant que je racontais tout. Quand j'ai fini, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé « Vous voulez porter plainte complète ? Cela ira probablement au tribunal. Il pourrait faire de la prison. Ce sera inscrit à son casier. » J'ai hoché lentement la tête. Oui. Elle ne m'a pas demandé pourquoi. Elle n'en avait pas besoin. Le verdict est tombé 3 mois plus tard. Mon père a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation. Fraude. Usurpation d'identité. Sa licence professionnelle a été suspendue pendant que les poursuites civiles avançaient. Il n'est pas allé en prison. Il l'a évité de justesse en acceptant un accord avec le procureur. Mais les dégâts étaient déjà là. Il a dû rembourser non seulement ce qu'il me devait, mais aussi des anciens clients. Le montant total a été rendu public, 95 300 €. La plupart ne me revenaient pas. Mais la partie qui m'était destinée, j'en ai donné la moitié à un programme d'aide pour les étudiants dont les familles ont volé ou mal géré leurs économies d'études. Parce que je sais exactement ce que ça fait. Quant à Marc, il a déménagé dans une autre ville, tenté de redémarrer sa vie dans un coin tranquille. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il bossait dans une agence de location de voitures. Il m'a envoyé un dernier message, 6 mois après la fin de l'affaire. Apparemment t'as enfin réussi à me battre à quelque chose. J'espère que ça en valait la peine. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je le déteste. Mais parce que j'en ai fini de me justifier auprès de ceux qui ne m'ont toujours vu que comme une ressource. Et moi ? Je vais mieux. Pas totalement guéri. Mais mieux. J'ai acheté une voiture d'occasion. Rien d'extraordinaire, mais elle est à moi. J'ai commencé une thérapie. J'ai repris contact avec quelques vieux amis. Des gens qui me connaissaient avant que mon nom devienne une source d'argent pour quelqu'un d'autre. Je ne parle plus à mes parents. Ni à mon oncle. Ni à la majorité de ce côté de la famille. Et franchement, je n'ai jamais respiré aussi librement. Parce que parfois, la seule façon de rompre un héritage toxique, c'est de l'arrêter net. Pas avec des cris. Pas par vengeance pour la vengeance. Mais par une décision finale, calme. Une frontière qu'on ne franchit plus. Plus jamais. Plus de culpabilité. Plus de manipulations émotionnelles. Plus de sacrifices à sens unique. Et l'homme qui a essayé de me voler mon avenir ? Il passera le reste de sa vie à expliquer pourquoi il a tout perdu. Tout ça, parce qu'il n'a jamais pris au sérieux le silencieux.